Bonjour chers étudiantes et étudiants, psychologie évolutionniste PSF 470. On continue à parler des mécanismes psychologiques évolués. Alors lorsque je vous ai laissé sur cette slide-ci, ok? Parce qu'on parle des adaptations du domaine de la psychologie, pas du domaine physique comme des caractéristiques physiques d'un organisme, mais plutôt du domaine de la psychologie. Ça veut dire, bref, que nous venons au monde, entre autres les Homo sapiens, avec un paquet de mécanismes psychologiques qui font partie de la façon dont nous traitons l'information et dont nous réagissons physiologiquement, psychologiquement à différentes choses. Okay? Et l'idée, c'est que ce sont des adaptations. Okay? La façon de comprendre un mécanisme psychologique évolué d'une manière simple, c'est un peu comme si vous aviez en vous certains programmes. Évidemment, on parle tout le temps en termes de métaphores ici. Okay? Les gens qui vont essayer de chercher où dans le cerveau sont les programmes, où sont les mécanismes psychologiques, ne comprennent pas, c'est pas à ce niveau-là que ça fonctionne, c'est une métaphore. C'est que la façon dont le cerveau et le système nerveux et le corps est formé fait en sorte qu'on a ces mécanismes psychologiques évolués. Mais ils ne sont pas comme programmés dans une partie du cerveau ou dans une autre partie du cerveau, par exemple. Donc, on parle au niveau métaphorique, là. C'est comme si vous aviez en vous des tendances, des programmes qui vont se déclencher lorsque vous faites face à certains stimuli. Okay? Dans le monde. Ça peut être des stimuli sociaux, ça peut être des stimuli non sociaux, ça peut être des choses auxquelles vous pensez, des stimuli internes, des stimuli externes, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est qu'on parle des mécanismes psychologiques évolués de la manière suivante. On aime bien en parler comme si elles avaient trois parties. Okay? Une entrée ou un input, une partie que c'est les règles de décision, et une sortie ou bien un output. Okay? Donc, votre cerveau a évolué de manière à ce qu'il y a certaines choses, par exemple, que vous voyez dans le monde, ou que vous touchez dans le monde, ou que vous sentez dans le monde, ou vous avez une certaine sensation sensorielle à propos de cette chose-là. Okay? Ça, c'est le input. Votre cerveau a naturellement tendance à traiter cette information-là d'une certaine manière. Okay? Souvent d'une manière, c'est bon de penser ça, qu'il le traite d'une manière si alors, si telle chose, alors telle chose. Et ce alors-là va sortir en termes de sortie, de output. Ça veut dire que vous allez avoir tendance à réagir à certaines choses de certaines manières. Par exemple, si je vous mets quelque chose qui goûte pourri dans la bouche, vous allez tous tendance à cracher ou à possiblement déclencher une réaction de vomissement ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, entrée, règle de décision, sortie. Input, règle de décision, output. C'est la façon dont on comprend les mécanismes psychologiques évolués. Et l'idée, c'est qu'on a dans la nature humaine un paquet de ces trucs-là qui sont entrées, règles de décision, output, pour plein de différents types plein de différentes situations, plein de différents stimuli qui sont que nous avons évolué pour réagir à ces stimuli de cette manière-là. Okay? Et que ça fait partie de la nature humaine. Okay? Que la nature humaine, dans le fond, elle peut être comprise comme un paquet de mécanismes psychologiques. Du moins la nature humaine psychologique, là, pas la nature humaine physique. Elle est comprise de différentes adaptations, comme on a vu, physique, le fait d'avoir deux jambes, de marcher sur deux pattes, etc. Mais la nature humaine psychologique, elle est composée de paquets de mécanismes psychologiques évolués. Et donc, un mécanisme psychologique évolué est un ensemble de processus à l'intérieur d'un organisme avec les propriétés suivantes. Okay? 1. Il a évolué sous la forme qu'il a parce qu'il contribuait à régler un problème spécifique de survie ou de reproduction récurrent, ça veut dire qu'il revenait sur plusieurs générations, au cours de l'histoire évolutive. Autrement dit, un problème qui faisait partie de l'EAE, de ce mécanisme-là. Okay? Donc,
Si je postule que chez Homo sapiens, il y a un mécanisme qui fait qu'on apprend très facilement à avoir peur des serpents, par exemple, ben, il faut que, d'une certaine manière, ce que je suis en train de dire, c'est que nos ancêtres faisaient souvent face à des serpents et ceux qui avaient facilement, ceux pour qui apprendre à avoir peur des serpents se faisait très rapidement, avaient plus de chances de survivre et de se reproduire et passer cette tendance-là, que ceux qui avaient moins tendance, ceux qui apprenaient beaucoup plus lentement à avoir peur des serpents, par exemple. Faisant en sorte qu'aujourd'hui, chez Homo sapiens, il y a toutes sortes de données qui suggèrent que nous avons une tendance à apprendre très rapidement à avoir peur des serpents, comparativement à d'autres choses, comme par exemple des ours. On apprend beaucoup plus rapidement à avoir peur des serpents à avoir peur des ours ou des chiens ou des plantes, par exemple. Okay? Et il y aurait des raisons pour ça. Parce que les serpents étaient un problème récurrent en Afrique pendant la période d'évolution d'Homo sapiens. Okay? Donc, ce mécanisme évolué-là, s'il en est un, il a évolué sous la forme qu'il a parce qu'il contribuait à régler un problème spécifique de survie ou de reproduction récurrent. Okay? Il est aussi conçu pour n'accueillir qu'une étroite tranche d'informations de l'environnement. Ça veut dire que, tu sais, cette partie-là, ici, entrée, input, là, un mécanisme évolué, donc une adaptation, dans ce cas-ci psychologique, là, techniquement, si c'est une adaptation, elle répond ou elle réagit à une tranche d'informations très spécifique dans l'environnement. Et pour donner un exemple de ça, prenons, parce que là on parle d'adaptation psychologique, mais pour donner un exemple parfait de ça, c'est que prenons une adaptation physique, comme l'œil humain. L'œil humain est clairement une adaptation. Okay? C'est clairement une adaptation. Bon. C'est pas juste l'œil humain qui est une adaptation. Là. On partage des yeux avec toutes sortes le concept de l'œil avec toutes sortes d'espèces. Okay? Mais chez l'humain, l'œil est clairement une adaptation. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre donc à propos de cet œil-là, c'est que bien qu'il semble que, comme nous, on ouvre les yeux puis on voit presque tout, en réalité, si vous savez quelque chose à propos de l'œil, c'est que l'œil est en fait... L'œil là, ne réagit qu'à une toute petite partie d'informations dans le monde. Il est sensible seulement à une gamme étroite d'informations qui provient du large spectre d'ondes électromagnétiques qui l'entoure de nous. Okay? Et on appelle la partie de ce spectre-là auquel l'œil répond, on l'appelle le spectre visuel. Mais il y a plein d'ondes électromagnétiques alentour de nous auxquelles l'œil ne répond pas du tout. Ça ne rentre pas dans son input. Les rayons X, qui sont les ondes les plus courtes, les ondes radio, qui sont elles beaucoup plus longues, les micro-ondes, ok? Pas les choses qui cuisent vos burritos le midi, sur l'heure du midi, mais plutôt les micro-ondes, les ondes de longueur plus courte. Toutes ces choses-là sont alentour de nous, mais l'œil ne les détecte nullement. Il n'interagit pas du tout avec ces ondes-là. L'œil interagit avec une fine tranche du spectrum électromagnétique. Okay? Donc, ça, c'est un exemple parfait. L'œil est une adaptation. Il ne répond, il ne se déclenche, il ne réagit, il n'interagit qu'avec une fine tranche d'informations dans le monde. Okay? Et c'est la même chose pour les différentes adaptations que vous avez. Okay? Par exemple, votre adaptation à faire des callosités, comme on a déjà parlé, elle répond, elle, à la friction. Elle ne répond pas à la chaleur. Elle ne répond pas à d'autres choses comme la texture ou quelque chose comme ça. Peut-être un mauvais exemple. Mais à la couleur. Elle ne répond pas à la couleur de l'environnement sur laquelle la peau est en contact, par exemple. Elle répond uniquement à la friction. L'œil répond uniquement à un certain tout petit spectre du spectre plus long d'énergie électromagnétique qu'il y a partout alentour de nous. Okay? Et même chose pour nos mécanismes psychologiques évolués. Ils ne répondent, ils ne se déclenchent qu'en fonction d'une fine tranche d'informations dans l'environnement. Okay? J'avais oublié de dire ça, mais dans le fond, j'ai déjà dit, là, même à l'intérieur du spectre visuel, nos yeux sont conçus pour traiter un sous-ensemble plus restreint d'informations.
Okay? Donc cette idée, c'est vraiment un exemple parfait, l'œil, parce qu'on a l'impression qu'on ouvre les yeux puis on voit tout, mais en réalité, notre vision est vraiment une toute petite partie du monde. Okay? Par exemple, les yeux ont des détecteurs de bordure spécifiques qui captent les réflexions contrastées. Ils ont des détecteurs de mouvement. Ils ont des cônes spécifiques pour capter des informations sur les couleurs. Donc même l'œil, si on le décompose en lui-même, il y a des sous-parties qui détectent des choses encore plus spécifiques. Les angles, les changements de couleur, les ombres versus le contraste entre ombre et lumière. Okay? Donc c'est cette idée que quand on décompose, on se rend compte que ce qu'un organisme fait, c'est qu'il traite l'information, il traite des toutes petites parties d'information. Et c'est la même chose au niveau psychologique. Vos mécanismes psychologiques que vous avez parce que vous faites partie de l'espèce humaine, traitent des toutes petites parties, des informations très spécifiques. OK? Et un exemple de ça que je prends, c'est par exemple, nous semblons avoir, et je veux dire, tout ça, je veux dire, il y a des bonnes preuves pour ça, qu'on a en nous, chez les Homo sapiens, un mécanisme qui nous prédispose à apprendre à craindre les serpents très très facilement, très très rapidement. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à un bébé à avoir peur des serpents que de lui apprendre à avoir peur des autos, des fusils, des plantes, des ours, des chiens, des oiseaux, etc. Il y a quelque chose à propos des serpents qui fait que l'être humain est c'est extrêmement facile, il apprend très rapidement à avoir peur. Okay? Ça sera un mécanisme psychologique. On est d'une manière conçu pour apprendre facilement à avoir peur des serpents. Okay? Et l'idée, c'est que ce mécanisme-là, de prédisposition à apprendre à craindre les serpents, il est conçu pour traiter une étroite tranche d'informations visuelles, dans le fond, ce qui veut dire les mouvements ondulatoires comme ça, d'objets autopropulsés, on pourrait dire, et allongés. Donc tout ce qui ressemble un peu à ça, qui ondule, qui est autopropulsé, qui est allongé, okay? On semble avoir un mécanisme en nous qui traite très facilement, très rapidement ces stimulus visuels comme ça et y assigne très facilement de la peur. Okay? Aussi, nos préférences évoluent pour certaines formes de nourriture. Certains types de paysages. On a des préférences, les êtres humains, pour certaines formes de nourriture. On préfère les choses sucrées et salées comparativement aux choses amères et aigres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les choses amères ou aigres parfois, mais on préfère. On préfère certains types de paysages. On préfère certains types de partenaires aussi. Okay? Toutes ces mécanismes, ces préférences évoluées-là sont des mécanismes psychologiques évolués et sont tous conçus pour n'accueillir qu'un sous-ensemble limité d'informations parmi l'infinité possible d'informations. Okay? Votre mécanisme qui vous prédispose à avoir peur, à facilement apprendre à avoir peur des serpents, par exemple, ne répond pas à la couleur, ne répond pas à la taille. Il répond au fait que dans le monde, il y a des choses qui ont tendance à bouger comme ça. OK? Donc, l'entrée, l'input est spécifique. Okay? Ce sont des mécanismes qui ont évolué pour traiter des inputs très, très spécifiques. Les indices limités qui activent chaque mécanisme sont ceux qui, évidemment, se présentaient de manière répétitive pendant l'EAE d'un mécanisme, ou ceux dans l'environnement moderne qui imitent étroitement ces indices ancestraux. Okay? Donc aujourd'hui, on a l'idée, c'est qu'on aurait un mécanisme psychologique évolué, par exemple, qui nous permet d'apprendre à avoir peur des serpents facilement et qui répond à ce type d'input visuel-là spécifiquement. Okay? Pourquoi? Parce que ce type d'input visuel-là représente bien quoi? Il représente bien le danger, le défi, dans le fond, que nos ancêtres auraient eu, qui était de devoir survivre dans un environnement où il existe des animaux qui font ce mouvement-là et qui sont très dangereux, dans le fond. OK? L'entrée ou l'input d'un mécanisme psychologique évolué indique
à un organisme le problème d'adaptation particulier auquel il est confronté. Okay? Lorsque vous voyez un truc comme ça, par exemple, alentour de vous, par terre, ça indique à votre système que vous faites face à un problème de survie. Okay? Je ne veux pas dire consciemment. Je ne veux pas dire « Oh, ma survie est menacée, il y a un truc qui ressemble à un serpent. » Tout ça, ça se fait inconsciemment. Mais donc, il y a une entrée qui est, vous voyez quelque chose de long et d'autopropulsé et d'ondulatoire par terre. Ça, c'est l'entrée. Et automatiquement, ça donne l'information à votre système sur le type de problème auquel vous faites face. Okay? Dans ce cas-ci, c'est un problème de survie. Okay? Parce qu'il y a potentiellement un danger. Okay? Donc, par exemple, voir un serpent ondulant vous dit que vous êtes confronté à un problème de survie particulier, à savoir des dommages physiques ou peut-être la mort s'il y a morsure. Okay? Mais ce n'est pas le seul problème potentiel de survie qui existe. Et lorsque vous voyez un serpent, ça ne donne pas à votre système de l'information sur « Oh, on a faim, il faudrait manger pour survivre ». Non, ça donne l'information sur « Oh, il y a quelque chose qui pourrait nous faire mal et qui pourrait potentiellement nous tuer ». Okay? Donc, lorsque vous faites, par exemple, vous avez d'autres mécanismes psychologiques qui vous poussent à désirer certaines formes de nourriture. Okay? Par exemple, les choses sucrées, les choses salées, les choses grasses. Okay? Lorsque vous faites face à une odeur d'un objet potentiellement comestible, okay? Et que vous sentez cette chose-là, et disons que il y a deux possibilités. Soit vous sentez de la nourriture, puis ça sent rance et pourri, ou bien ça sent comme sucré et parfumé. Okay? Lorsque vous sentez, par exemple, quelque chose qui sent rance et pourri, okay? Ça, c'est une entrée, c'est un input qui vous donne de l'information aussi, qui vous dit que vous faites face à un problème de survie adaptative de sélection des aliments. Et le problème adaptatif de sélection des aliments, c'est que dans le monde et dans l'histoire évolutive aussi, chez tous nos ancêtres, c'était très important de faire la différence entre quelque chose qui est comestible et quelque chose qui ne l'est pas. Parce que votre survie en dépend. Okay? Si vous mangez quelque chose de rance et pourri, vous pourriez mourir d'infection, d'intoxication et ainsi de suite. Okay? Et donc, on a évolué, Homo sapiens et tous les autres animaux aussi, pour être très bons à détecter la différence entre ce qu'on est capable de manger et ce qu'on ne devrait pas manger. Je parle pas genre là, de gâteaux et de frites, là, je parle des choses pourries, des choses dangereuses. Okay? Donc, lorsque vous sentez la nourriture, l'input que vous ressentez, soit que ça sent mauvais, pourri, ou que ça sent sucré, parfumé, ok? Ça vous donne l'information par rapport à un problème de survie adaptative de sélection des aliments. Est-ce que je peux manger ça ou est-ce que je ne devrais pas le manger? Okay? Les entrées d'un mécanisme psychologique évolué, donc qui nous donnent l'information, qui sont très spécifiques. Là, on a vu que ce qui rentre, c'est très, très spécifique, okay? Très limité. C'est conçu pour juste accueillir une fine tranche d'informations. Okay? Et en plus, ça nous donne l'information sur quel genre de problème on fait face. Okay? Et ces entrées-là d'un mécanisme psychologique évolué sont transformées en sorties, en output, okay? Ici, par une règle de décision. Donc, en voyant un serpent, ce qui est l'input ici, vous voyez le serpent, vous pourriez avoir toutes sortes de outputs, toutes sortes de sorties. Vous pourriez l'attaquer, donc piler dessus ou le frapper avec un bâton. Ça serait une sortie, un output possible. Vous pourriez fuir, ça serait un autre output possible. Vous pourriez figer, ça serait un autre output possible. Okay? En sentant une odeur particulière de nourriture, vous pourriez décider de vous approcher de cette nourriture et de la consommer. Ça serait un sortie, une output. Vous pourriez décider de la repousser et de l'éviter. Ça serait un autre output. Vous pourriez décider de la mettre à la poubelle, de la lancer au loin, cette nourriture-là. Ça serait un autre output. Donc, les inputs, les informations du monde sont transformées en output par des règles de décision. Et les règles de décision
Évidemment, encore ça, je ne fais pas dire que dans votre tête, il y a des règles de décision, puis si on ouvre un cerveau, vous allez trouver un module dans votre cerveau où est-ce qu'il y a des règles. C'est toute métaphore, c'est tout sous forme de métaphore, là, ça. Mais il y a quelque chose à propos de votre cerveau qui traite des inputs et qui le transforme en output en utilisant ce qui semble être des genres de règles de décision. OK? Et ces règles de décision-là, nous, on aime bien les voir comme des ensembles de procédures qui ressemblent un peu à des énoncés si, alors. Si telle chose, alors telle chose. Et ces règles de décision-là semblent guider un organisme sur une voie ou une autre, typiquement pour faire quoi? Pour l'aider à survivre. Dans le fond, ces règles de décision-là vous aident à survivre et ils augmentent les chances que vous allez survivre et augmentent les chances que vous allez passer vos gènes à la prochaine génération. D'une certaine manière, c'est ça qu'on dit en psycho-évolutionniste, c'est que vous avez un cerveau et dans le fond, le but, la façon dont ce cerveau-là est organisé, c'est que d'une certaine manière, il est organisé pour vous permettre de naviguer dans un environnement, okay, dans lequel vous avez... il vous arme dans le fond avec tout un paquet de mécanismes qui vous aident à naviguer dans l'environnement à l'aide de toutes sortes de mécanismes qui traitent de l'information, l'évaluent en termes de si telle affaire, alors faire telle chose, et vous permet d'avoir des comportements, des sorties, des outputs qui vont vous permettre d'augmenter les chances que vous allez survivre et passer vos gènes à la prochaine génération, soit de manière directe ou indirecte, comme on a vu. Okay? Et tout ça, c'est le produit de l'évolution. OK? Donc, par exemple, si vous affrontez publiquement un rival en colère, donc quelqu'un qui est en colère avec vous et qui vous affronte publiquement, okay, vous avez des règles de décision si alors, telles que par exemple, si le rival est en colère et si le rival qui est en colère est plus grand et plus fort, alors évite un combat physique. Okay? Mais si le rival qui est en colère est plus petit et plus faible, alors acceptez le défi public et se battre. OK? Donc ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est ce qui est proposé dans le fond. Okay? Ce qui est proposé par la psychologie évolutionniste. C'est une proposition, là. C'est une proposition. Okay? C'est théorique tout ça. Mais ça semble faire du sens. Okay? C'est que vous avez un paquet de règles de décision si-alors qui répondent à des inputs. Un input qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui nous approche avec des signaux de colère et qui semble vouloir se battre. Okay. Si il est grand et fort, plus que nous, les chances sont très fortes qu'on va vouloir fuir. Si il est plus petit et plus faible, les chances sont beaucoup plus grandes qu'on va vouloir confronter, accepter le défi public et se battre. Peut-être qu'on va vouloir essayer de se battre de manière à ne pas blesser la personne, okay? Plutôt essayer de le repousser ou de le piner dans un coin pour ne pas lui faire mal. Okay? Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas fuir si on perçoit qu'il est plus petit et plus faible. Ah. Et tout ça, c'est question de probabilité. Là. Ça se peut qu'il y a des gens qui fuient. Okay? Mais la probabilité est beaucoup plus grande qu'on va éviter un combat s'il est fort et grand comparativement à nous. Et la probabilité est beaucoup plus forte qu'on va accepter le défi s'il est beaucoup plus petit et beaucoup plus faible que nous. Okay? Donc ça, ce que ça trahit, c'est cette idée que très rapidement, notre cerveau évalue l'information en termes de si-alors, en termes de règles de décision. Donc, dans cet exemple, les entrées, qui est que vous voyez, l'entrée, c'est que vous voyez quelqu'un arriver avec des signaux de colère et peut-être vous aussi vous entendez ces insultes et ainsi de suite. Okay? Et vous percevez qu'il est d'une taille particulière, qu'il a une masse musculaire particulière. Ça, c'est transformé par des règles de décision si-alors en sortie, en output, qui est un comportement soit de se battre, ou de fuir, ou d'essayer de s'excuser, ou quelque chose comme ça. OK? Donc, la sortie d'un mécanisme psychologique évolué peut être sous plein de formes. OK? Elle peut être sous forme physiologique, des changements dans la physiologie. Ça peut être sous forme d'informations envoyées à d'autres mécanismes psychologiques. Ça peut être sous forme de comportement. Okay? Donc, cette sortie-là pourrait être quelque chose de physiologique, comme augmenter le rythme cardiaque.
ça pourrait être envoyer de l'information à d'autres mécanismes, comme par exemple prendre cette information-là puis l'envoyer à un autre mécanisme qui traite un autre genre de problème. Ou ça pourrait être un comportement, genre activer les jambes, partir en courant, par exemple. Okay? Donc, par exemple, en voyant un serpent, vous avez plein de sorties possibles, plein d'outputs possibles. Un output possible, ça pourrait être que vous allez devenir physiologiquement excité ou effrayé. Ça serait un output physiologique. Okay? Votre cœur bat plus rapidement, vous respirez plus rapidement, le sang s'en va hors de votre visage et se dirige plutôt vers certaines parties de votre corps, comme les jambes et les bras, par exemple. Okay? Ça serait une certaine sortie possible. Une autre sortie possible pourrait être que ces informations-là vont être utilisées pour évaluer nos options comportementales telles que figer ou fuir. Donc ça, c'est une sortie où est-ce qu'on envoie les informations à d'autres mécanismes psychologiques qui vont, eux, nous permettre de déterminer plus en détail est-ce qu'on devrait fuir ou est-ce qu'on devrait figer ou ainsi de suite. D'autres genres de règles si alors. Okay? Par exemple, si c'est un très long serpent, alors fuir. Si le serpent fait beaucoup de bruit, des bruits très forts ou se lève, alors fuir. Sinon, alors possiblement figer. Ou figer et regarder alentour pour une arme possible. T'sais. Ça serait une autre sortie possible. Donc soit une sortie physiologique ou une sortie qui consiste dans le fond à renvoyer l'information à d'autres mécanismes psychologiques qui vont réévaluer ça. Okay? Ou une autre sortie qui pourrait être un comportement, comme justement fuir. Okay? Prenons un autre exemple du domaine de la psychologie sociale, la jalousie sexuelle. Il y a beaucoup d'études en psychologie évolutionniste qui font l'argument que les êtres humains ont une tendance naturelle à la jalousie sexuelle. Okay? Ça veut dire que lorsque nous avons un partenaire ou une partenaire et que nous détectons que quelqu'un dans notre environnement fait des avances sexuelles ou que notre partenaire est attiré sexuellement vers quelqu'un d'autre, ça va déclencher en nous un état négatif que l'on appelle de la jalousie et on va avoir tendance à réagir de certaines manières spécifiques. Okay? Il y a évidemment de la différence entre les gens à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont plus jaloux et des gens qui sont moins jaloux. Okay? Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Même si on a un mécanisme psychologique évolué comme la tendance à la jalousie, n'oubliez pas qu'il y a constamment de la variation dans tout. Hein? Donc, il y a des gens qui sont plus faciles, chez qui ce mécanisme-là est plus facilement déclenchable, des gens chez qui ça prend plus pour le déclencher. Et il y a des gens chez qui ça prend moins pour le déclencher. Ça ne veut pas dire aussi que la culture ne peut pas venir niaiser avec ce mécanisme-là. Comme par exemple, il y a certaines cultures où ce mécanisme-là va être différent parce que, par exemple, des cultures où est-ce qu'on a de la polygamie, où est-ce qu'on a plusieurs partenaires, okay? Ou des cultures qui mettent vraiment l'emphase sur « c'est important de ne pas être jaloux », pourraient faire en sorte que ce mécanisme-là va être atténué ou quelque chose comme ça. Mais tout ça, c'est du par-dessus. Okay? L'idée, c'est que quand on enlève ces structures au niveau de la culture et ces différences individuelles, l'être humain, la nature humaine est que nous avons tendance à réagir de certaines manières à un certain défi qui est que parfois les gens, les partenaires avec lesquels on se reproduit ou on a la possibilité de se reproduire, que les gens peuvent venir nous prendre ces partenaires-là. OK? Et ça, c'est évidemment un problème parce que nos ancêtres qui auraient répondu avec zéro jalousie se seraient fait constamment voler leur partenaire sexuel par quelqu'un d'autre. Okay? Et donc, se seraient beaucoup moins reproduits, auraient beaucoup moins passé leur gène. Alors que nos partenaires qui gardent et qui ont tendance à réagir à un rival sexuel, par exemple, en maintenant leur partenaire pour eux, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, là, hein? C'est pas nécessairement moralement bien de garder son partenaire pour ça, pour la contrôler ou le contrôler, mais veut pas, mathématiquement, là, ces gens-là auraient plus passé leur gène parce qu'ils se seraient reproduits plus, évidemment. Donc, faisant en sorte que nous avons aujourd'hui un mécanisme psychologique évolué qui répond à la jalousie sexuelle. Donc, disons que vous êtes à une fête
avec votre partenaire romantique, puis que vous quittez la pièce pour aller chercher une boisson, par exemple. Puis à votre retour, vous apercevez votre partenaire parler de manière très animée avec une autre personne. Ils se tiennent très près l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Ils se regardent profondément dans les yeux. Ils se touchent légèrement. Les choses ont l'air de cliquer. Là. Il y a l'air d'avoir des atomes crochus entre les deux, là, des flamèches dans le sens positif. Okay? Ces indices-là vont probablement déclencher chez vous une réaction qu'on peut appeler la jalousie sexuelle. Okay? Les indices qui agissent comme entrée, comme input dans ce mécanisme-là, okay, qui est de voir votre partenaire être physiquement proche, toucher, rigoler, regarder dans les yeux une autre personne, okay, donner tous ces genres de signaux-là. Ça, ce sont des inputs, des indices qui agissent comme entrée. Et ils vous signalent un problème adaptif, un problème auquel nos ancêtres auraient constamment fait face, qui est la menace de perdre votre partenaire. Okay? Et notez cette menace-là, justement, la conséquence au niveau de la valeur sélective inclusive. Il veut dire que si vous perdez votre partenaire, vous perdez la personne avec laquelle vous reproduire et passer vos gènes à la prochaine génération. Okay? Donc, c'est un réel problème. Cette entrée-là est ensuite évaluée en fonction d'une série d'ensembles de règles de décision ci alors. Et ça vous amène à différents outputs possibles, différentes possibilités. Okay? Différents outputs. Un output pourrait être d'ignorer les deux et de juste feindre l'indifférence. Faire semblant d'avoir rien vu puis ignorer. Une autre possibilité, ce serait de rentrer dans la situation là, et de menacer la rivale. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches mon homme? Ou pourquoi tu as les bras alentour de ma blonde? Ou tu sais, quelque chose comme ça, de menacer le ou la rivale. Okay? Une troisième option pourrait être de devenir furieux et de frapper le ou la rivale. Okay? Je ne dis pas que c'est des bonnes choses, ça. Là. Je dis que c'est des options possibles. Une autre option pourrait être de réévaluer la nature de votre relation. Juste quitter la salle et vous dire, ben, finalement, ma blonde est plus ma blonde, ou mon chum est plus mon chum, ou tu sais, il faut que je m'en aille et il faut qu'on se parle. Là, je vais l'appeler à un moment où je vais lui envoyer un texto disant il faut qu'on se parle, qu'est-ce qui se passe avec notre relation, on est-tu ensemble ou on n'est pas ensemble, je t'ai vu avec l'autre fille ou je t'ai vu avec l'autre gars, par exemple. Tu sais? Plein d'outputs possibles. La sortie d'un mécanisme, dans ce cas-ci, peut être aussi physiologique. Vous pourriez avoir de l'excitation. Donc, à la vue de votre partenaire qui touche, qui rigole, qui regarde dans les yeux, qui est très, très proche physiquement de l'autre, vous pourriez avoir une excitation physiologique, donc qui pourrait faire partie de la colère, dans le fond, où votre cœur pourrait se mettre à battre fortement, vous pourriez ressentir des changements de température, vous pourriez avoir toutes sortes de réactions physiologiques. Vous pourriez avoir, donc, on a déjà parlé des outputs plutôt comportementaux, donc de confronter, de menacer, de frapper, de partir, ou vous pourriez justement avoir, dans ce cas-ci, un output qui consiste à faire transitionner toute cette information-là dans d'autres mécanismes psychologiques pour, par exemple, réévaluer l'état de votre relation. Okay? Et d'autres choses à propos de la sortie d'un mécanisme psychologique, c'est que la sortie d'un mécanisme psychologique, ces outputs-là, ils sont toujours dirigés vers la solution à un problème adaptif spécifique. Okay? Donc, si vous avez un mécanisme psychologique qui s'active et qui donne un output, okay, ce output-là, il fait juste du sens s'il est dirigé vers une certaine solution à un problème adaptif spécifique. Okay? Donc, un mécanisme psychologique qui aurait évolué en réponse à un problème, comme par exemple la peur des serpents, par exemple, ou la menace des serpents, mais qui donnerait un output par rapport, comme par exemple qu'à chaque fois que vous voyez un serpent, vous mettez à danser sur place puis à chanter les tunes qui sont dans le top 40 du moment, ça ferait aucun sens. Okay? Ça aurait conféré aucun avantage à vos ancêtres de se comporter comme ça. Et ça ne donnerait aucun avantage de survie ou de reproduction à vous, de répondre à un serpent avec cet output-là. Donc, c'est logique quand on parle de mécanisme psychologique input, traitement, output. C'est logique que l'output doit nécessairement faire du sens par rapport au problème.
Donc, la sortie d'un mécanisme psychologique évolué doit nécessairement être dirigée ou faire du sens vers la solution à un problème adaptatif spécifique. Okay? Sinon, il n'aurait pas évolué. Une tendance de nos ancêtres à danser et à chanter lorsqu'ils voient des serpents n'aurait pas évolué parce que ça aurait conféré aucun avantage. Ce qui aurait conféré un avantage, c'est des tendances comme frapper le serpent, partir en courant, s'activer physiologiquement, etc. Okay? Donc, si on reprend notre exemple avec la situation où il y a la jalousie puis un potentiel indice d'infidélité, okay? Les indices d'infidélité chez une partenaire, le fait qu'il est proche, qu'il ou elle rit, qu'il touche quelqu'un d'autre, okay, signale la présence d'un problème adaptif. On a déjà vu le problème que potentiellement vous pourriez perdre votre partenaire. Et les ancêtres qui perdaient leur partenaire très facilement et qui ne répondaient pas à ça et qui s'en fichaient, n'avaient pas tendance à devenir vraiment, à passer leur gêne tant que ça à la prochaine génération. Okay? Et dans ce cas-ci, donc, la sortie du mécanisme de jalousie sexuelle est orientée vers la résolution de ce problème. Repousser le ou la rivale, le ou la frapper, rentrer dans la situation et casser l'interaction entre les deux, toutes ces choses-là sont des outputs qui viennent possiblement régler le problème de « il faut que je garde mon ou ma partenaire ». Okay? Et donc, c'est toujours orienté vers la résolution de ce problème. Okay? Une chose par rapport à ça, ça ne veut pas dire que c'est moralement bien. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est bien de frapper quelqu'un qui flirte avec votre partenaire. En fait, moi, je ferais l'argument que, ultimement, c'est pas bien de frapper quelqu'un, même si la personne flirte avec votre partenaire. Okay? Mais ce qui est drôle, c'est que les gens vont comprendre ça. Ils vont dire « Ouais, je comprends pourquoi tu l'as frappé quand même. » Mais c'est pas moralement bien. Donc, c'est pas parce que c'est un output qui règle un problème adaptatif et qui a évolué pour régler un problème adaptatif que c'est moralement correct. Okay? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a plein de choses qui ont évolué et que nous avons évolué à répondre d'une certaine manière qui ne sont pas moralement correctes. L'évolution se fiche de la moralité, elle se fiche de la justice, de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon à faire, est-ce que c'est pas... L'évolution, la seule chose à laquelle elle répond, c'est est-ce que la personne qui fait ça augmente la probabilité d'avoir plus de ces gènes dans la future génération, bref, se reproduit plus. Ou aide les gens qui partagent ces gènes à se reproduire. Okay? Valeur inclusive dans ce cas-ci. C'est tout ce que l'évolution, ce qui concerne l'évolution. OK. Mais quand même, donc, ces mécanismes psychologiques-là, et l'exemple ici, celui de la jalousie, fait sortir des outputs qui, théoriquement, ont rapport à régler le problème. Okay? Là où la rivale menacée peut quitter la scène, votre partenaire romantique peut être dissuadé de flirter avec l'autre, ou votre réévaluation de la relation peut vous amener à réduire vos pertes et passer à quelqu'un d'autre, trouver un autre partenaire, avant de perdre trop de temps avec ce partenaire-là qui finalement ne va jamais se reproduire ensemble avec vous, par exemple. OK? Donc, toutes ces solutions-là, tous ces outputs-là ont comme but de mettre fin à ce problème-là, OK? Dans le moment. L'un de ces éléments-là peut vous aider à trouver la solution à votre problème d'adaptation, évidemment. Mais notons qu'affirmer que l'output d'un mécanisme psychologique vise la solution à un problème adaptatif, ce que je viens de dire, ça n'implique pas que ces solutions soient toujours efficaces. C'est pas parce qu'un output est le produit de l'évolution à un certain problème et qu'il a tendance, que vous l'activez naturellement pour résoudre ce problème-là, que c'est toujours efficace. Et il y a plein de temps où l'output ne va pas être efficace. Le ou la rivale que vous allez confronter peut ne pas être dissuadé par vos menaces. Votre partenaire pourra avoir une aventure avec votre rival malgré votre démonstration de jalousie. Vous pourriez réévaluer la situation, parler à votre partenaire, lui dire « C'est la dernière fois, mon bonhomme, c'est la dernière fois que tu me fais ça. » Votre partenaire pourrait dire « Oui, d'accord, je ne le ferai plus jamais. » Et quand même, derrière votre dos, le faire. Okay? Donc, les différentes solutions qui vont sortir, les différents outputs qui vont sortir de votre mécanisme de jalousie pourraient ou ne pourraient pas fonctionner. Mais c'est pas à propos de ce que ça pourrait ou pourrait pas fonctionner. L'idée principale, c'est que la sortie d'un mécanisme psychologique
c'est pas que ça va évoluer si ça mène toujours à une solution réussie, mais plutôt que l'idée, c'est que vous allez avoir certaines sorties qui vont faire partie de votre mécanisme. Si dans l'environnement ancestral évolutif de ce mécanisme-là, ces genres de sorties-là est efficace en moyenne. OK? Donc, la raison pourquoi, lorsqu'on est jaloux, on a tendance à confronter un collègue, un rival, physiquement ou verbalement, ou on a tendance à réévaluer la situation, ou on a tendance à confronter notre partenaire, c'est pas parce que ça a tout le temps fonctionné dans l'environnement ancestral, okay? Mais c'est parce que en moyenne, ces réponses-là, en moyenne, fonctionnaient à régler ce problème, qui est que, et le problème, c'est spécifiquement que dans la vie, des fois, les gens nous volent nos partenaires. Ou des fois, nos partenaires nous quittent pour d'autres gens. En moyenne, répondre de ces manières-là avec violence ou agressivité envers un rival, en essayant de confronter notre partenaire et réévaluer la situation, tout ça, ces réponses-là, en moyenne, avaient tendance à régler ces problèmes-là. Et c'est pourquoi elles ont évolué. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. OK? Un point important à garder à l'esprit aussi, c'est qu'un mécanisme qui a conduit à une solution dans le passé évolutif peut ou pas conduire à une solution aujourd'hui. Okay? On a déjà vu un exemple. En fait, je vais peut-être que je vais trop rapidement, là, mais je vais le dire, puis au pire, allez, je vais voir plus tard que je l'avais dans mon PowerPoint. Vous vous souvenez qu'un problème très important dans la vie, c'est de trouver de la nourriture pour survivre. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, on est foutu. Okay? Et que c'est pas tout qui est bon à manger. Il y a des choses qui vont vous tuer. Et il y a des choses qui vont vous nourrir. Il y a des choses qui vont moins vous nourrir. Il y a des choses qui vont plus vous nourrir. Okay? Et ça, c'était vrai dans le passé évolutif, c'est encore vrai aujourd'hui. Okay? Ce qui fait que dans le passé évolutif, les gens qui avaient tendance à vraiment rechercher et à aimer les choses qui sont salées, qui sont grasses, qui sont sucrées, avaient tendance à avoir de la meilleure nutrition que ceux qui avaient moins ces tendances-là. OK? Parce que des choses grasses, salées et sucrées donnent beaucoup plus de nutrition que des choses qui ne sont pas grasses, pas salées ou pas sucrées. Okay? Et donc, aujourd'hui, on a un mécanisme qui nous pousse vers certains outputs, qui nous pousse vers l'output d'aller consommer de la malbouffe, de constamment boire des choses sucrées et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une solution vraiment à notre problème, parce qu'aujourd'hui, le problème a un peu changé. Le problème aujourd'hui, c'est d'être capable de se contrôler dans un environnement où il y a trop de sucre, de sel et de gras, par exemple. Du moins dans certaines régions du monde. Il y a d'autres régions du monde où c'est pas le cas, où est-ce qu'il y a de la famine et ainsi de suite. Okay? Donc, comme je dis, par exemple, notre forte préférence gustative pour les matières grasses, pour le sucre, était clairement adaptative dans notre passé évolutif, parce que la graisse de la viande, le sucre des fruits mûrs étaient des sources précieuses et rares de nutrition, mais aujourd'hui, la graisse et le sucre ne sont plus des ressources rares, du moins dans les pays industrialisés. Je suis très conscient de ça, là. Okay? Je ferais cet argument-là en Éthiopie, ils me diraient, ouais, je sais pas, mais moi, je prendrais bien votre nourriture, monsieur. OK? Donc, je suis certain qu'il y a plein de parties du monde où il n'y a pas le problème de la malbouffe. Là. Mais il y a des parties du monde dans les pays industrialisés où il y a le problème de la malbouffe et où est-ce que la graisse et le sucre, c'est plus des ressources rares. Au contraire, la graisse et le sucre sont devenus même des problèmes. Donc, notre goût aujourd'hui pour de telles substances, qui est clairement quelque chose d'évolué, nous mène aujourd'hui à surconsommer les graisses et le sucre. Okay? Et comme on a déjà vu, on appelle ça un décalage entre les environnements ancestraux et modernes. Okay? Et dans le cours, on va examiner toutes sortes d'autres décalages évolutionnaires. Mais le point central, c'est que les mécanismes évolués qui existent sous leur forme parce qu'ils ont conduit en moyenne au succès reproductif au cours de leur environnement ancestral évolutif. La préférence pour le gras, le sucre et le sel
ont conduit en moyenne à plus de reproduction chez ceux qui l'avaient pendant la période évolutive de cette mécanisme psychologique-là. Okay? Mais aujourd'hui, ça cause l'inverse. Okay? Ou ça ne contribue pas au succès reproductif. Okay? Donc, c'est ça pour comprendre que quand on dit qu'un output vise à régler un certain problème, c'est qu'il avait tendance à le viser en moyenne dans l'environnement ancestral dans lequel il a évolué. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. C'est parfois aussi le cas aujourd'hui, mais pas tout le temps. La question concernant l'utilité de différents outputs et de mécanismes psychologiques aujourd'hui, okay, autrement dit, s'ils conduisent actuellement à une augmentation de la survie et de la reproduction, ça doit être déterminé au cas par cas. Okay, et on pourrait faire l'argument qu'aujourd'hui, une préférence pour le sel et le sucre et le gras ne conduit pas à un plus haut taux de survie et de reproduction. On pourrait faire cet argument-là. Du moins dans certaines régions du monde. Okay? Ça interagit toujours avec les environnements dans lesquels on existe. Je vous laisse là-dessus. Ciao!